Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour à partir de 7 h et sur YouTube, on se retrouve pour Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile. Aujourd'hui, on est le vendredi 2 septembre et si on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé un 2 septembre en 2010? Eh bien, c'était tout simplement Samsung qui présentait sa première tablette 7 pouces. À l'époque, ils avaient fait un énorme boulot parce que c'était basé sur Android 2.2 Froyo qui était fait pour les téléphones et c'était absolument pas prévu pour les tablettes. Du coup, ils avaient été obligés vraiment de tout refaire l'interface pour cette tablette de 7 pouces et donc voilà, c'était plutôt admirable, sachant qu'il y avait par exemple un processeur simple core ou encore flash, que des fonctionnalités qu'aujourd'hui on n'utilise plus trop. Sans aucune transition, du coup ce que je vous propose c'est que maintenant on passe aux actualités. Pour commencer ces actualités, on va regarder du côté de chez Apple et en l'occurrence d'un procès qui lui avait été fait. Et ce procès, il a été fait par donc la personne que vous voyez juste ici, qui était un ancien de chez Pinterest et maintenant aussi un développeur d'applications. Il avait donc lancé l'année dernière un procès à l'encontre d'Apple et normalement, ce qui aurait dû se passer hier, c'est tout simplement le début de ce procès. Et en l'occurrence, ce que l'on apprend par TechCrunch, c'est que finalement, les deux parties ont décidé d'annuler ce procès, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Et la raison pour laquelle c'est un peu bizarre, c'est tout simplement parce que le fameux, alors j'arrive pas à prononcer son nom, il est quand même quelqu'un de très vocal sur internet. Typiquement, il avait découvert plein de scams sur l'App Store. Lui, il a une application qui s'appelle FlickType, il a découvert qu'il y avait plein de clones qui existaient. Bref, c'est quelqu'un qui se fait énormément connaître sur internet, qui voilà vraiment n'hésite pas à flinguer Apple. Et là, c'est un peu bizarre que finalement, au dernier moment, il annule le procès. Donc, bon, on va imaginer qu'en coulisses, il y a eu de l'argent qui a été en jeu. Mais voilà, c'est un peu bizarre, donc on va dire suite au prochain épisode. On va ensuite se parler d'une grosse faille de sécurité qui concerne les access tokens de chez AWS, et en l'occurrence ça peut générer ce qu'on appelle des supply chain issues, donc c'est vraiment avoir accès à des informations très importantes. Alors ce qui a été démontré, c'est qu'il y a à peu près 2000 applications, et principalement sur iOS, qui donc hardcode des access tokens AWS. Et derrière ces access tokens, ça permet de donner accès à des services AWS, mais aussi à du S3. Et donc là-dessus, voilà, ce qui est indiqué là, c'est que ça présente des vulnérabilités de hardcoder cette information, d'autant plus qu'elle va être accessible. Et derrière cet access token, potentiellement donner accès à plein d'informations privées. Et donc là-dessus, ce qui a été découvert par la firme qui a trouvé ce problème-là, c'est que dans 53% des cas, c'était le même access token qui était utilisé. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, ça va être un SDK ou quelque chose comme ça qui, lui, utilise ce fameux access token et il met à disposition de clients, finalement, ses propres ressources. Alors à quoi peut servir finalement de donner accès à ce AWS token? Ça peut être pour télécharger des données, des fichiers de configuration, etc. etc. Et là-dessus, on a plusieurs exemples qui nous montrent que ça craint de justement montrer cet access token. Donc là, par exemple, on a une société qui fournit un SDK, et dans ce SDK, ils donnent leur access token. Cet access token donne accès à toutes les informations sur la boîte qui sont extrêmement privées. Donc ça, c'est la boîte qui fait le SDK, qui fait l'erreur de donner à ses clients toutes ses propres infos. Donc c'est waouh. La deuxième, ce sont des banques qui sont principalement des applis sur iOS, et là-dessus, ils utilisent une même solution d'authentification. Et en l'occurrence, sur AWS, sont stockées des informations très sensibles, notamment, vous voyez, des empreintes digitales, et en l'occurrence, ça représenterait 300 000 empreintes digitales. Donc qu'est-ce qui se passe? Les utilisateurs, ils s'authentifient avec leur empreinte, tout ça est envoyé sur AWS, et ensuite, dans cette AWS, ça permet de vérifier toutes les bonnes choses. Mais là-dessus, en fait, derrière cette AWS, il y a toutes les informations qui vont être finalement partagées, parce que dès lors qu'on a accès à ce token, on a accès à tout. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais mettre d'access token en dur dans votre application, ou en tout cas le mettre de manière visible, parce que derrière les données auxquelles ça donne accès, voilà, ici c'est des données financières, ici ce sont des empreintes digitales, donc voilà, faire super attention là-dessus.
faut vraiment masquer autant que possible ou alors utiliser d'autres moyens, mais ne pas le faire de cette manière-là. On continue avec Android où c'est Hiroshi Lokaimer, donc en fait c'est le SVP, alors faire attention, c'est pas s'il vous plaît, mais c'est Senior Vice President de chez Google et qui en l'occurrence est en charge d'Android et il vient d'annoncer que la prochaine version d'Android bien tout simplement supporterait les satellites. Donc ça vient en même temps qu'une autre annonce où en fait il y a Starlink et T-Mobile qui viennent d'annoncer que justement ils allaient proposer la communication par satellite s'il n'y avait pas de réseau 5G par exemple. Donc voilà, la prochaine version d'Android supportera ça, plutôt une bonne nouvelle, sachant aussi que l'iPhone ou l'Apple Watch pourrait aussi supporter d'une certaine manière la communication par satellite. On continue dans le monde Android avec les paiements in-app et notamment la possibilité d'utiliser des solutions de paiement tierces parce que comme vous le savez bien, Google se fait un peu attaquer de partout, donc voilà à quoi pourrait ressembler un écran dans le futur. Et en l'occurrence, ce qui se passe depuis hier, c'est qu'il y a un formulaire qui est mis à disposition uniquement des applications, donc on est bien en non-gaming, et là-dessus, derrière ce formulaire, ça va permettre de dire, moi j'ai envie que mon application utilise une solution de paiement tierce. Pour cela, il faut tout de même remplir les 3 critères qui sont là, donc d'une part, être compliant avec un certain standard, fournir le support aux utilisateurs, et c'est à peu près tout. Mais sachant qu'il faut savoir que Google continue de prendre une commission, et en l'occurrence, elle est de 4%, ou en tout cas ça dépend. Alors si vous vous souvenez peut-être du tout premier épisode de Dev Café, je vous en parlais, et en l'occurrence pour ce qui est de l'Union Européenne, c'est une réduction de 3%. Normalement la commission elle est soit de 30, soit de 15, donc du coup ça donne finalement une commission qui passe soit à 27, soit à 12%, donc ce qui reste quand même très très important. Voilà au cas où le formulaire, si ça vous intéresse d'y participer, il y a juste à le remplir et potentiellement vous allez être recontacté. Une petite information ensuite très brève, si vous utilisez GitHub et en l'occurrence la page qui affiche les repos en tendance, a priori elle est en train d'être dépréciée. Mais voilà, aujourd'hui quand on essaye d'accéder à cette page là, et bien tout simplement on a ce warning en question, donc a priori bien tout simplement elle va disparaître dans l'avenir ou être en tout cas plus maintenue. Pour terminer ce Dev Café, on va se parler d'une grosse faille de sécurité autour de GitHub et notamment l'injection de variables d'environnement. Et en l'occurrence, ça concerne notamment les repos de Firebase ou d'Apache. Alors exactement, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc quand vous créez des actions sur GitHub, pour créer des variables d'environnement, en fait, il suffit d'écrire dans un fichier qui s'appelle GitHub-env. Donc là, par exemple, j'écris PR_number est égal à quelque chose, et donc voilà, vous aurez cette variable d'environnement là à disposition. Donc ça, petit truc à savoir. Ensuite, là, chez Firebase, par exemple, ils avaient une action qui s'appelait Deploy Preview et qui est exécutée après une autre qui s'appelle Generate Preview. Donc juste ça à retenir, ce que fait l'action en tant que telle, ça ne nous intéresse pas. Et ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que tout simplement, on avait la possibilité, en injectant dans quelque chose qui s'appelle le Node Options, donc par exemple le code que vous voyez juste là, et bien ce code-là qui va nous faire au final un console.log, bien, il est exécuté à chaque fois que le moteur est lancé. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont créé un workflow qui s'appelle Generate Preview, comme ça ils sont sûrs que ça se lance bien, parce que en fait le workflow d'avant je ne l'avais pas précisé, mais il est lancé pour chaque pull request. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils font dans le node option ici? En fait, ils font tout simplement un dump de toutes les variables d'environnement, et sauf que dans ces variables d'environnement, eh bien toutes les informations secrètes et les clés secrètes sont dedans. Donc ça fait un dump public et ça va l'afficher avec un console.log. Donc il suffit d'aller ensuite dans les résultats de l'action sur GitHub et toutes les informations seront publiées. Alors bon, ça ok, on a notre workflow. Mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, et c'est un truc qui est très très fréquent, quand vous faites par exemple du Firebase et que vous voulez faire une contribution, vous forquez le repo et ensuite vous faites une pull request. Et bien juste en faisant cette pull request et dans cette pull request vous modifiez le workflow, et bien tout ce code là va s'exécuter. Alors ce qu'il faut savoir du côté par exemple de Firebase, c'est que la première fois que vous faites une contribution, ça ne va pas s'exécuter, il faut juste remplir et valider des conditions d'utilisation, mais ensuite ça s'exécute tout le temps. Donc voilà, il faut faire énormément attention à ce système-là parce que c'est extrêmement dangereux. Donc si vous avez des repos sur GitHub, surtout faites énormément attention dans d'une part ce que vous stockez et d'autre part quelles informations vous mettez à disposition quand une pull request s'exécute. Au final, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc on avait parlé au début que Apache et Firebase étaient
affectés par cette vulnérabilité. Donc Apache a été corrigé et Google a mis pour le coup un peu plus de temps, mais bon, c'est corrigé dans les deux cas. Voilà, donc surtout faites attention, parce que là c'est une très grosse vulnérabilité qu'il y a ici. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ce Dev Café vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi tout simplement ce que je vous dis, c'est rendez-vous à la prochaine vidéo, parce que je ne sais pas exactement quand elle sera, et en tout cas je vous souhaite un très bon week-end.